L'ami, une question pour toi. C'est quoi ta catégorie de jeux de société de prédilection? Voilà, cette catégorie de jeux qui t'a fait dire ok, ça c'est mon truc, c'est ma passion, c'est mon... Voilà, c'est mon truc. Maintenant, je veux jouer à ça et rien qu'à ça. Si je te pose la question, c'est parce que moi j'ai ma catégorie favorite, ce sont les jeux avec figurines, plus axés sur une partie narrative, coopérative, parfois même en compétitif, qu'on pourrait avoir avec des Black Rose Wars Rebirth par exemple. Mais clairement, c'est pas une catégorie qui va toucher énormément de monde, en tout cas, autour dans mon entourage proche. Ça va toucher certaines personnes, mais pas vraiment la totalité des groupes et des personnes avec qui je joue. Notamment avec mes enfants. C'est pas forcément... voilà, c'est un peu rude, on va pas se mentir. Si je lui sors un SS Vanguard de petite 5 ans, il va me regarder comme ça, alors c'est cool, il joue avec les figurines. Mais bon, au bout d'un moment, quand je lui dis, écoute, tu comprends ce qu'on fait là, explore. Si je te demande d'explorer, essaie de, imprègne-toi de l'histoire, fais quelque chose. Fais un effort, bah oui. Bah, il fait pas d'effort. Donc, du coup, on joue à d'autres choses. Et dans ce cadre-là, des fois, j'aime bien aller chercher des jeux qui sont plus accessibles, tout en restant dans quelque chose, adulte-friendly, si je puis dire, qu'on ne soit pas dans une catégorie de jeux enfants. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai quelques jeux à vous présenter aujourd'hui, mais pas que. Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. On reprend le format, bah oui, on y revient. Pourquoi? Parce qu'on a testé des trucs, parce qu'on a plein de choses à évoquer, enfin tout du moins 5. 5, c'est le chiffre magique. Tu le sais, je fais pas 4. J'ai déjà fait 3. Mais 4, non. Il y a un truc qui fait que ça n'a pas l'air naturellement bien. Genre, si tu fais 4, t'as l'impression qu'il va se passer un truc et que tu vas regretter toute ta vie. Donc 5. Voilà. 5 jeux aujourd'hui. Un jeu qui était très attendu par bon nombre d'entre vous. Et des jeux qui l'étaient moins. Mais c'est pas grave, parce que justement, ça va me permettre à moi de mettre en lumière ces jeux ou non, en fonction de ce que j'en ai pensé tout du moins, afin que vous puissiez voir ce qui va sortir, ce qui est sorti pour certains d'entre eux, etc. Avec mon avis en prime, bien évidemment, la formule habituelle, on like, on subscribe, on s'abonne, bien évidemment, pensez-y, ça aide vraiment grandement la chaîne à progresser, et on commence maintenant. Ok les amis, je commence par un jeu de construction de tableaux, très accessible, avec un matériel assez particulier, qui, voilà, déjà vous le voyez sur la table, ça donne quelque chose d'un point de vue visuel, d'un point de vue de direction artistique, il se passe un truc. Je vais te parler de ça, de Snowcrest. Donc Snowcrest, c'est un jeu, comme je te l'ai dit, de construction de tableaux, dans lequel tu vas construire donc un tableau de cartes. Et dans l'idée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a en fait, notre tableau, ça correspond à un village, donc il y a 3 cartes par 3 cartes. Au départ, on a 4 cartes, une dans chaque coin, qui sont les cartes de départ. Et sur ces cartes, eh bien, vous avez des actions que vous allez pouvoir réaliser. Et à chaque tour, c'est très simple. Vous allez soit jouer une carte de votre main dans votre tableau, soit jouer une action d'une carte qui est déjà présente sur votre tableau, soit faire des actions, bref, peu importe. L'idée, c'est que lorsque vous allez jouer une action, vous allez retourner la carte face cachée. Et le truc, c'est que si à un moment donné, dans votre partie, lorsque vous commencez votre tour, vous êtes à 3 cartes alignées, donc en diagonale ou orthogonalement adjacent, à 3 cartes alignées face cachée, eh bien vous êtes obligé de jouer une phase de repos, qui est une phase dans laquelle vous allez récupérer ou non des ressources en fonction des cartes que vous n'aurez pas utilisées pendant votre tour, et ensuite vous allez récupérer vos cartes pour pouvoir rejouer des actions. Voilà. Donc parmi les actions que vous allez pouvoir réaliser, vous avez des actions de collecte de ressources. Voilà, on a 4 types de ressources principales. On a de l'orge, on a des bols d'offrande, on a des cloches de prière, et on a de l'or qui fait office de joker. Mais on a aussi une 5e ressource qui est le genévrier, qui est un peu particulière, parce qu'on va pouvoir collecter du genévrier. C'est le bois en gros qu'on va utiliser pour construire des bâtiments. Le truc, c'est que ce genévrier, eh bien, il va arriver par paquet en fonction du nombre de joueurs. Donc, si vous jouez notamment, je crois, à 2, ça doit être 6. Eh bien, si vous avez vidé les 6, bim, bam, boum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, les dieux de la forêt sont pas très contents, les esprits. Hop, ils sortent de là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a fait ça? Rendez-moi mes arbres. Ah, ben, toi, tu arrives, tu l'appaises, tu lui donnes une petite ressource. Par contre, ton pote à côté, tu lui dis, lui, il a pas donné de ressources. Hop,
elle est obligée de cracher un truc, et toi tu gagnes une récompense. Bon, thématiquement parlant, je suis pas sûr qu'on soit très bon, mais c'est pas très grave. L'idée donc, on va construire des bâtiments, ces bâtiments vous permettent de pallier à certaines ressources, parce qu'il y a un système de gestion de ressources qui est assez intéressant dans Snowcrest, puisque lorsque vous allez devoir utiliser des ressources pour, je sais pas, embaucher des personnes dans votre village, ou pour payer certaines offrandes, etc., et bien si vous n'avez pas suffisamment de jetons de ressources, vous allez pouvoir soit jeter des cartes de votre main qui ont les icônes ressources correspondantes, soit utiliser ces fameux bâtiments en les retournant pour dire, bah voilà, si on a un bâtiment jaune, c'est de l'orge, hop, on le retourne, on a de l'orge. Voilà comment ça marche. Et à côté de ça, on a des actions assez particulières, du genre aller faire des offrandes aux dragons, donc ça c'est pareil, vous allez devoir jeter des ressources ou détruire des bâtiments, etc. Mais vos adversaires vont être obligés de le faire aussi, alors qu'ils n'obtiendront rien en échange. Par contre, vous obtiendrez des points de victoire, et éventuellement d'autres effets. Vous avez la méditation, elle permet de miser des clochettes de prière, voilà, vous allez miser face à chaque adversaire, à chaque fois que vous allez remporter une mise, bien vous remporterez des points de victoire, et voilà. Je vais très court, bien évidemment autour de ça. Et le truc, c'est que la partie se termine lorsqu'on a vidé le pool de points de victoire, ça correspondra au nombre de joueurs. Donc il y a un certain nombre, voilà, je crois que quand on est à 2, c'est 20 points de victoire. On a un pool de points de victoire, et lorsqu'il est vidé, bien la partie se termine. On attribue des points de victoire suivant certaines majorités de possession de ressources, peu importe, et on termine la partie. Voilà ce que c'est que ce Snowcrest. Donc tout d'abord, déjà, visuellement, je trouve ça très beau. Quand on joue sur des tapis. Alors c'est pas des tapis néoprène, hein, ce sont des tapis en tissu, donc forcément ça prend un peu de pli, etc. Mais ça a un petit cachet qui est très sympathique. Les illustrations sont absolument superbes. D'ailleurs, l'illustrateur, qui est donc, c'est Kerry Aitken, qui illustre donc ce Snowcrest, qui je trouve le fait vraiment bien. Il a vraiment une patte particulière, ce jeu, et je trouve qu'il ressort en tout cas sur la table. Maintenant, pour ce qui est du gameplay, on est vraiment dans la construction de tableaux accessible. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas y trouver un jeu expert, il ne faut pas y trouver quelque chose de très combinatoire, il ne faut pas y trouver une anticipation à outrance. Non, on joue à un jeu de construction de tableaux très simple. On fait des actions finalement très dynamiques. Une partie, lorsque vous allez jouer à 3 joueurs, vous allez pouvoir en 45 minutes finir la partie. Et c'est très dynamique, très accessible, et vraiment avec des règles qui sont facilement assimilables. Après, il y a peut-être quelques petites choses sur lesquelles ça va faire tiquer les joueurs. Moi, ça me dérange pas trop dans le sens où on est quand même sur un jeu accessible, mais il y a quand même une part d'aléatoire qui parfois est un peu punitive dans Snowcrest, notamment dans ces fameuses actions, pas de méditation, mais d'offrande que vous allez faire. Parfois, vous allez prendre une carte, donc il va vous dire ce que vous allez devoir payer. Parfois, vous allez devoir payer un certain nombre de ressources pour obtenir 2 points de victoire et des bonus. Et parfois, vous allez payer un équivalent de ressources, mais vous allez obtenir moins. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu injuste parfois. Maintenant, dans la globalité, je trouve que Snowcrest est vraiment réussi. C'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton. Il permet de jouer à quelque chose d'accessible en termes de construction de tableau, et je trouve qu'il le fait vraiment très bien dans ce sens. Moi, j'y joue avec ma fille de bientôt 10 ans, et ça passe très bien. Ça prend un petit peu plus de temps évidemment qu'avec les adultes. Les adultes, ça va très vite, on fait vraiment des actions, on retourne des cartes, etc. Et ça marche bien. Je poursuis avec un jeu qui était identifié pour les plus jeunes. Bah oui, parce que j'ai des jeunes à la maison. Mais en fait, pas forcément. Les petits alchimistes. Alors, si tu connais pas, je t'en avais parlé très rapidement dans une autre vidéo, mais il y avait Alchimiste chez Yellow Expert, je vais y arriver, qui est le papa finalement de ceux-là. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel vous allez devoir réaliser des objectifs en fonction du scénario que vous êtes en train de jouer. Alors, c'est un jeu en soft legacy, c'est-à-dire que vous allez ouvrir des boîtes au fur et à mesure que vous allez faire des parties. Donc au départ, vous allez avoir des conditions qui sont extrêmement simples, mais au fur et à mesure, vous allez voir des choses un peu plus évoluées. L'idée, c'est que pendant un temps, vous allez devoir trouver quels ingrédients donnent tel type de potion. Par exemple, il y a des ingrédients, quand vous allez les mixer, eh bien vous allez avoir une potion rouge, une potion bleue, etc. Et tout ça se joue avec une application. Vous avez une application sur un téléphone ou sur une tablette, peu importe, et vous allez pouvoir sélectionner les ingrédients que vous avez pour pouvoir les mélanger. Parce que comment ça se passe? Eh bien, vous allez avoir un certain nombre d'ingrédients en main, derrière un paravent. Ces ingrédients, vous allez donc devoir les mixer pour pouvoir essayer de trouver quelle potion ça va générer. Donc vous allez prendre l'application, dire, voilà, une grenouille avec, je ne sais pas, off, paf, 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 ça sort quoi? Ça sort la potion que vous allez générer. Alors ensuite, vous dites ce que vous avez fait comme potion, vous le prenez, mais vous dites pas les ingrédients que vous avez utilisés. Et vous avez un petit triangle comme ça, qui permet de dire, voilà, entre ça et ça donne une potion rouge. Très bien.
et ainsi de suite. Vous allez donc progresser sur les déductions finalement de ce que fait chaque ingrédient, et en fonction de là où vous en êtes rendu dans l'ouverture des boîtes, je spoil pas, attention, et bien vous allez avoir des objectifs qui vont différer, vous allez avoir des nouvelles ressources, vous allez avoir des clients aussi à devoir, ça c'est dès le début, mais vous allez en avoir d'autres, des clients qui, lorsqu'ils vont arriver au fur et à mesure des tours, si vous avez un client qui demande une potion rouge par exemple, vous allez faire la potion rouge, vous allez obtenir 3 pièces, qui correspondent à des points de victoire à la fin de la partie. Voilà, et donc vous allez continuer comme ça, jusqu'à ce que vous ayez donc soit accompli l'objectif de fin de partie, c'est du compétitif, attention, soit en ayant atteint la dernière tuile lorsque vous avez passé tous vos tours et que vous avez passé toutes les tuiles de vendeur. Voilà comment ça va se passer grosso merdo. Alors j'essaye d'être un peu évasif tout de même parce que je veux pas spoiler, mais donc à l'intérieur on va ouvrir des boîtes avec du nouveau contenu. Alors très clairement la première boîte que vous allez, enfin la première partie que vous allez faire avant d'ouvrir les boîtes, elle est un peu pauvre, on va pas se mentir, on est vraiment sur un jeu qui est excessivement accessible, voire simpliste au début. Au fur et à mesure qu'on va ouvrir, ça va devenir de plus en plus intéressant. Déjà, la mécanique d'ouverture des boîtes, c'est un truc qui clique direct chez les gosses. Ça marche immédiatement. On a envie d'ouvrir des boîtes, donc on a envie de poursuivre. Et au fur et à mesure qu'on va ouvrir, on va accentuer la difficulté, et ça le fait, les petits alchimistes le fait vraiment bien, dans le sens où vous allez vraiment implémenter des nouvelles choses qui vont rendre plus ardues la déduction, mais ça reste quand même toujours très accessible, mais rendre les choses plus ardues de telle manière à avoir une échelle de progression qui soit assez cohérente finalement avec les plus jeunes qui joueront à ce jeu-là. Voilà, donc pour moi, je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en Carton, parce que j'aime ce système de jeu avec les enfants dans lequel on va ouvrir du nouveau contenu, j'aime le système de déduction, l'utilisation des applications, moi ça m'a jamais dérangé, donc j'aime ça, donc je trouve ça très, très chouette aussi. Le jeu se joue assez rapidement, c'est très efficace, et il reprend vraiment la mécanique centrale de Alchimiste premier du nom, en retirant tout ce qui est préparation d'action, anticipation, etc., pour se concentrer essentiellement sur la déduction. Forcément, faire jouer à des enfants à Alchimiste, c'est très compliqué, parce que pour le coup, il est beaucoup plus touffu en termes de temps, notamment le temps qu'il prend, et en termes aussi d'anticipation et de programmation d'action. Ici, donc, on est sur quelque chose de bien plus accessible, qui reprend très bien la thématique, et qui fonctionne très bien. Je continue avec Spectacular. Alors Spectacular, donc ça vient de sortir aussi chez Matago, c'est un jeu de draft dans lequel vous allez devoir donc drafter des espèces animales et drafter des dés. L'idée c'est que vous avez une sorte de parc de réserve naturelle chez vous, et il va falloir donc implémenter les différents animaux au sein de votre réserve naturelle. L'idée c'est que à chaque manche, donc à chaque tour, vous allez avoir, donc vous avez vous sur votre plateau une réserve personnelle de dés et de jetons que vous allez prendre dès le départ, et vous allez aussi récupérer une petite planche commune, c'est une planche sur laquelle vous allez avoir d'autres animaux et d'autres dés. Pendant votre tour, de ces deux réserves, vous allez devoir sélectionner un élément, soit un dé là, un animal ici, soit 2 animaux, soit 2 dés, c'est vous qui choisissez. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir les placer sur votre plateau, le plateau de votre réserve naturelle. Pour ça, il y a des règles de placement qui sont finalement quasi inexistantes, dans le sens où vous pouvez vous mettre où vous voulez. L'idée c'est que vous avez forcément des choix à effectuer, puisque si vous réussissez à regrouper certaines couleurs d'animaux, donc il y a les types d'animaux ont des couleurs, donc les animaux marins sont bleus, les animaux terrestres sont jaunes, ce genre de choses là, peu importe, et bien vous allez obtenir plus de points à la fin de la partie. À ça, vous allez pouvoir leur assimiler des dés. Ces dés, vous allez pouvoir les placer dessus, mais attention, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous pouvez pas placer par exemple un 6 sur n'importe quel animal. Pourquoi? Parce que le 6, il est conditionné par le fait que vous ayez réussi à placer une tour à un endroit précis. Et cette tour, elle se place comment? Et bien dans certains coins de certaines tuiles, vous avez des petits tirs de cercle comme ça, et si vous réussissez à mettre 3 tuiles comme ça qui font un cercle complet, pif paf pouf, il y a la tour qui se trouve au milieu, et donc on va pouvoir mettre des dés plus gros, les dés 6 autour, et vous allez pouvoir aussi moduler le résultat des dés grâce à des jetons que vous allez pouvoir utiliser une fois par partie. Vous allez pouvoir le retourner pour dire je rajoute 1 ou je retire 1 sur telle couleur de dés, et bien vous allez passer d'un 1 à un 6 ou d'un 6 à un 1, etc. Vous avez 2 manches, finalement 2 grandes manches. À la fin de la première manche, on va scorer en fonction de ce que vous avez fait comme groupe d'animaux autour de l'entrée du parc, et à la fin vous allez scorer sur les différents groupes d'animaux que vous possédez, avec aussi les animaux qui vont donner vie. Je crois que c'est ça. Vous avez donc les fameuses tours, etc. Bref, vous allez scorer d'une manière différente lors de la deuxième manche. Voilà, Spectacular. C'est approuvé aussi sur la chaîne Jeux en Carton, c'est un jeu qui est simple. C'est un jeu simple de draft, très accessible, encore une fois, on est dans la thématique finalement, des choses qui sont accessibles avec des mécaniques assez particulières. Ici on est sur de la mécanique de draft, avec des plateaux qui ressemblent un petit peu à la Ark Nova. Alors un petit peu, attention, ça n'a rien à voir avec Ark Nova le jeu, c'est juste voilà, ce système
de différents hexagones que vous allez pouvoir placer à droite à gauche, etc. Le système de draft qui fonctionne bien, la thématique qui marche toujours, la thématique nature c'est toujours quelque chose qui plaît, et ce système de scoring en 2 temps je le trouve intéressant, dans le sens où on va vraiment chercher un objectif dans notre première manche, mais tout en essayant de préparer la seconde pour scorer différemment. Bref, voilà, pas grand chose à dire de plus. Ici on est sur un système de rangement, je le dis quand même, système de rangement écologique, avec des boîtes en veux-tu en voilà. Donc tu vois ça par exemple, hop, c'est les fameux petits plateaux, comme je te dis à l'Ark Nova. Et là, donc, tu as tout ce système de boîtes, voilà, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, on va tout ranger au départ. Un joueur va prendre une boîte rose, l'autre en prendra une autre, et ça lui donnera son espèce de prédilection. Ces espèces de prédilection permettent d'avoir un certain set de jetons qu'on a dans notre inventaire. Voilà, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que c'est un petit jeu de draft qui fonctionne très bien. Ensuite, je vais te parler d'un jeu que je n'ai pas. Comment tu as fait? Calme-toi. Je l'ai pas, mais j'ai été invité à la version alpha sur BGA. Alors je n'ai pas l'habitude de présenter des jeux dont je n'ai pas les copies, parce que je pense qu'il y en a suffisamment pour présenter des jeux avec des copies, mais je vais te parler d'un jeu qui s'appelle Leaders. Donc Leaders, ça va sortir chez Studio H peu de temps après le festival de Cannes, là, donc ça va être au courant mars, je pense, ou avril. Et c'est un jeu pour 2 joueurs dans lequel, donc c'est un jeu de presque abstrait, on va dire, même c'est presque abstrait, de placement de 2 joueurs. L'idée c'est quoi? C'est vous allez vous affronter donc avec votre adversaire suivant un système un peu d'échiquier, voilà. Vous allez avoir une action où vous allez pouvoir déplacer, faire agir en tout cas vos personnages, mais aussi, tant que tout le monde n'a pas 5 personnages dans sa team, eh bien on va pouvoir drafter des personnages et les implémenter donc de notre côté, dans notre camp. Le but, quel est-il? Eh bien le but sera de capturer le chef adverse, le leader adverse, et pour ce faire, il va falloir donc avoir 2 de vos personnages qui sont donc adjacents au leader adverse. Mais il y a d'autres manières de gagner, parce que la richesse finalement de Leaders, c'est les pouvoirs, réside dans les pouvoirs des différents personnages que vous allez drafter et la complémentarité que vous allez pouvoir en tirer. Parce que vous allez avoir des personnages comme l'archère par exemple qui va permettre de capturer à 2 cases de distance, donc à une distance un peu plus longue. Vous avez des personnages qui vont vous permettre d'aller tirer d'autres personnages directement vers vous ou de vous rapprocher de manière très rapide. Il y en a un qui va vous permettre de le pousser à 3 cases plus loin et de prendre sa place. Et c'est grâce à ces différents effets de personnages que vous allez avoir donc des parties originales, vous allez avoir des équipes qui vont se compléter fort bien, ou moins bien, suivant la chance que vous avez eue dans le draft aussi, parce que le draft c'est 3 cartes, hein, peut-être que la carte qui arrive après que celle que vous avez draftée, elle va être beaucoup mieux, elle aurait été beaucoup plus intéressante dans votre équipe, mais bref, on a un jeu qui est facile d'accès, qui est très rapide à apprendre, et avec un système, alors pour le coup, moi les types jeux d'échecs c'est vraiment pas ma came habituellement, et ce système de draft je le trouve super intéressant. Donc je vais pas dire plus que ça pour l'instant sur le jeu parce que je n'ai pas la boîte, donc il n'y aura pas d'approuvé etc, parce que j'attends de voir le matos, ça fait partie aussi de la note, mais en tout cas je suis très très impatient de pouvoir voir la version physique de ce Leaders, qui est clairement un jeu qui m'a surpris, parce que vraiment c'est pas du tout ma came habituellement, mais là on a quelque chose qui est très intéressant. Et enfin je terminerai par un jeu qui a fait son petit effet le mois dernier, un jeu de pli, ouais, un jeu de pli coopératif. Celui-ci. La communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif, le bien nommé. Voilà, t'as même plus besoin des règles, c'est marqué sur le titre. Presque. C'est quoi ça? Bah ça, c'est un jeu de pli sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça, tu l'avais pas vu venir. Ah bah oui. Bah oui, tu l'avais pas vu venir. Qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, c'est coopératif, à l'instar d'un The Crew par exemple. On l'a beaucoup comparé à The Crew. C'est quand même un peu différent. Pourquoi? Parce que vous allez donc, au départ, ça va se jouer en plusieurs scénarios avec des petits actes narratifs, des petits axes narratifs, et vous allez donc distribuer un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Celui qui a l'anneau unique, donc l'anneau chiffre 1, qui est une couleur des cartes qui se trouvent à l'intérieur, va incarner Frodon Sake, qui va devoir collecter un certain nombre d'anneaux en remportant les plis qui comprennent des anneaux. Voilà.
Mais à côté de ça, en fonction du scénario que vous allez jouer, vous allez avoir d'autres personnages qui seront sélectionnables. D'abord Frodon, et ensuite le joueur à gauche sélectionne un personnage, le joueur ensuite sélectionne un autre personnage, et il y a des personnages qui sont obligatoires, qu'il faut absolument jouer. Il y a des personnages qui vous demanderont de ne pas remporter de plis, d'autres qui demanderont de remporter le minimum de plis, le minimum parmi tous les joueurs, d'autres qui demanderont de remporter un nombre exact de plis. Ce genre de choses-là, avec des petites règles à droite à gauche qui viennent s'ajouter au fur et à mesure que vous allez jouer des scénarios. Donc il y a plusieurs couleurs de jeu, il y a les collines, il y a les forêts, il y a les montagnes, je crois, non? Ombre, je crois que c'est ça les rouges. Attends que je te dise. Ombre, anneau, évidemment, ça je bien, collines, montagne, oui c'est ça. Et le truc, c'est que les anneaux, donc il y en a que 5, contrairement aux autres où il y en a 8. Et les anneaux, c'est particulier. On pourrait croire que c'est un atout, mais non, pas du tout. C'est pas un atout, ça. Ça, c'est une couleur particulière qui fait que vous ne pouvez pas ouvrir avec cette couleur-là tant qu'il n'y a pas un anneau qui a déjà été joué. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que Frodon, qui lui doit remporter des anneaux, bah il peut pas se dire, bah tiens, je vais mettre un anneau très fort pour aller attirer tous les anneaux. Non, tu peux pas faire ça tant qu'un anneau n'a pas été joué. Et ouais, donc ça, faut y penser. Sauf que l'anneau unique, donc l'anneau numéro 1, il est un peu différent. Celui-ci, lorsque vous le jouez, eh bien vous pouvez tout simplement dire, je remporte le pli. Peu importe ce qui a été mis derrière, je remporte le pli. Voilà pour un petit peu la mécanique autour de ça. Maintenant, pour ce qui est du jeu en lui-même, donc tu as compris un peu le principe, hein, je pense. Donc il y a, voilà, ça reprend l'histoire du Seigneur des Anneaux, donc c'est la communauté de l'anneau. On a des petites histoires, donc en 4-5 lignes, etc. Premièrement, c'est un jeu, si vous voulez vraiment avoir la dimension Seigneur des Anneaux, l'histoire, etc., c'est un jeu qui est vraiment axé pour les gros fans. Tu vois, vraiment ceux qui ont lu les bouquins. Si t'as pas lu le bouquin, il y a des références que tu n'auras pas là-dedans. Et je le sais parce que je n'ai pas lu les bouquins. Il y en a certaines références que je n'ai pas, et quand je joue avec un pote et qui me dit « Ah non, ça c'est dans le bouquin ». Ah bah oui, c'est dans le bouquin, mais moi je l'ai pas. Donc ça, c'est pas grave, attention, c'est juste que voilà, faut pas vous soyez surpris si à un moment donné vous vous dites « Ah bah non, mais moi, quel livre? Ça n'existe pas les livres, c'est que des films ». Bah oui, bah c'est que des films, bah non, c'est aussi des livres. Donc du coup, il y a quand même, c'est quand même le fan hardcore, tu vois, qu'on va aller chercher avec ce jeu-là, si vraiment c'est l'univers que vous intéressez. Parce que finalement, l'univers, on va vite passer à côté. Les petites histoires, elles sont pas très intéressantes, voilà, elles n'ont pas vraiment de lien entre elles, je trouve. Donc on joue les chapitres les uns après les autres, hein, forcément, donc il y a une sorte de chronologie, mais il y a des moments où on passe un peu du coq à l'âne assez rapidement, sans vraiment faire très attention à ce qui va se passer, donc j'avoue que je les lis, mais j'y crois plus vraiment, très honnêtement. Maintenant, il y a un autre bémol qui a été remarqué dès l'ouverture de la boîte, c'est qu'il y a une erreur sur la carte de Frodon. C'est quand même la carte principale, c'est quand même franchement con, mais en gros, moi j'ai un petit errata qui m'a été fourni par Sortilège de Tours, ils ont imprimé ça, très très cool pour que, voilà, c'est déjà ça, pour avoir au moins une référence de quelque chose. Donc en fait, l'idée c'est que quand en fonction du nombre de joueurs, là tu joues à 3 joueurs, tu dois remporter au moins 2 cartes anneaux. Et là on te dit, à 4 joueurs, tu dois remporter au moins 2 cartes anneaux. Bah non, ça marche pas. Quand tu es à 3 joueurs, tu dois remporter au moins 4 cartes anneaux. Voilà, et donc ça m'a été noté. Bref, c'est un petit peu couillon, quand un jeu vient de sortir, de se retrouver avec une erreur pareille. Maintenant, bon bah c'est des choses qui arrivent, voilà. Donc, concernant la communauté de l'anneau, le jeu de pli, c'est un jeu qui sera également approuvé sur la chaîne Jeux en carton. J'en suis pas à me dire que c'est exceptionnel. Voilà. J'ai trouvé ça sympathique. Je trouve ça sympa, c'est facile à sortir, c'est sympathique le midi, d'avoir un jeu de pli coopératif plutôt que de jouer à la belote, si tu veux. Bon, j'accentue le trait. J'ai moins cet effet... comment dire? Cet effet waouh que sur The Crew. Alors peut-être parce que The Crew, finalement, c'est le premier coopératif de pli que j'ai fait. C'est peut-être pour ça, donc ça remonte maintenant. Mais j'ai moins cet effet waouh là. Le fait de ne pas avoir nécessairement les références, ou même que les histoires soient contées très très succinctement, on me sort un petit peu de cet aspect, voilà, coopératif, enfin pas coopératif, mais un brin narratif. Je pense que c'est pas ce que recherche le jeu non plus, donc c'est pas très grave, on est sur un jeu de pli quand même, faut ramener ça à la taille de ce que propose ce jeu, mais voilà, en tout cas, pour mon avis, j'y rejoue avec grand plaisir, évidemment, je vais continuer, donc j'ai pas terminé encore tous les chapitres, donc je vais les continuer, mais voilà, je suis pas non plus transcendé par ce qui est proposé dans cette boîte-là, mais néanmoins, ça fonctionne très bien, et voilà. Et donc ça sera tout, les amis. On n'hésite pas à liker, à s'abonner, encore une fois, ça aide beaucoup la chaîne, et bientôt, on va présenter des choses. Donc déjà, je t'ai présenté Dragon Eclipse, donc là, on est vraiment sur un autre truc
donc tu retrouveras la vidéo si jamais t'es passé à côté. Mais là arrive Nemesis Retaliation. Ouais, le 3e. Et bah oui, je vais te présenter ça. Je vais recevoir le prototype et je vais pouvoir t'en parler. Et puis entre-temps, on va parler de plein de choses. Parce que là, j'ai du Cyclade qui va arriver, j'ai du Minos qui va arriver également, j'ai du Inventeur des Tigres du Sud. J'ai plein de choses à vous proposer dans les jours qui arrivent. Donc on s'abonne, on like, et évidemment, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jean Le Carton.